J'accueille Nathalie et André Casse. Bonsoir. Alors, vous êtes les héros d'une incroyable histoire. Au départ, André Casse, vous êtes promoteur immobilier à qui tout réussit. Vous vivez avec votre femme Sylviane et vos enfants, dont Nathalie, dans une magnifique demeure. Vous aimez Sylviane et elle vous aime d'un amour fou. Et le 5 avril 1992, alors que vous êtes au cinéma avec vos enfants, Sylviane est sauvagement assassinée. Alors, très vite, on tient une piste, mais on l'abandonne. Et 18 mois plus tard, André, vous êtes mis en prison pour avoir commandité le meurtre de votre épouse. Vous êtes mis en prison sur dénonciation, voilà. Vous faites 3 ans de prison, 9 ans sous contrôle judiciaire. Évidemment, ruine de vos affaires, ruine de votre famille. 5 enfants, dont vous, Nathalie, à l'abandon. Et le non-lieu est finalement prononcé le 26 mars 2004. Mais vous demandez réparation, vous demandez qu'on juge le véritable assassin de votre femme. Alors, tout ceci, vous le racontez dans un livre qui est publié chez Michel Lafon, qui s'appelle « Pas de pitié pour les innocents ». Voilà. Alors, on va reprendre l'affaire dès le début, on va voir ce qui vous est arrivé. Sylviane, originaire du Nord, vous, originaire du Maroc. Votre famille vient en France à la fin du protectorat français, en 1958. Quand vous vous rencontrez avec Sylviane, vous n'avez pas encore 18 ans, et vous réalisez, c'est assez étonnant d'ailleurs, le jour où Sylviane vous amène chez elle, vous reconnaissez l'appartement et vous réalisez que vous êtes tapé sa mère au même endroit. Alors dès le début, avec Sylviane, vous avez une vie sexuelle assez débridée, vous avez passé des week-ends en Hollande, à Amsterdam, voilà. Elle était jolie Sylviane, hein, vous dites? Ravissante. Ouais. Elle ressemblait à Mireille d'Arc, jeune, vous dites. Elle ressemble à Mireille d'Arc, et puis je l'ai connue à 17 ans. Elle a eu le courage de me supporter pendant 23 ans. Il lui fallait beaucoup de talent pour ça. Ouais. Alors rapidement, Sylviane est enceinte de vous, Nathalie. Vous cherchez quelqu'un pour avorter, vous ne trouvez pas. Et finalement, quand on voit votre fille, on est content que vous ayez trouvé personne pour avorter Sylviane. Oui, moi aussi. Mais à 19 ans, elle est née, j'avais 19 ans et 2 jours. On n'était pas vraiment préparés, mais je suis absolument ravi qu'on ait trouvé personne. Ouais. Alors, vous êtes assez volage, hein, faut le dire, quoi. Oui, je l'étais un peu conjugal imparfait. Ouais. Oui, c'est tout ça, en fait, qui amène plus tard les présomptions qui pèsent sur vous, parce qu'un jour, Sylviane est chez le coiffeur, et elle entend vos copines qui racontent vos exploits sexuels avec elle. Donc ça crée des crises, évidemment, avec Sylviane. Oui, et puis on était très jeunes, c'était en 72, donc c'est la seule séparation que nous aurons, c'est une séparation qui va durer quelques mois. Voilà. Et ensuite tout va repartir tranquillement. Elle revient, vous vous mariez, voilà. Et parallèlement, vous réussissez très bien dans vos affaires, vous vendez des maisons, voilà. Et ça se passe tellement bien que vous finissez par vous installer à Rouen, dans une superbe chaumière normande. Alors vous êtes des amants fougueux mais infidèles, hein, faut dire, infidélité chronique. Alors, vous trouvez une solution pour régler vos problèmes avec Sylviane, c'est l'échangisme. C'était une très belle époque. Vous allez au 2+2? Oui, naturellement. Au Cléopâtre? Oui. Notez chez vous les adresses, notez. Non, ce qu'on peut dire en tous les cas, c'est que le libertinage vous aide à rester ensemble, quoi. Ça résout le problème. Hein. Disons que c'est une façon de cohabiter, et surtout lorsqu'on s'est connus, parce qu'elle savait tout de moi, et je savais tout d'elle quand on s'est mariés, puisque nous nous sommes connus à l'âge de 17 ans, et on s'est mariés, on avait 22 ans, donc on avait eu le temps vraiment de se connaître. Par contre, je dirais, par Nathalie, qui avait de temps en temps de vagues confidences de sa mère, ses frères ignoraient toute notre vie. Ouais. On avait l'avantage de beaucoup voyager, donc bon. Et cette affaire, comment dire, a malheureusement fait que leurs frères ont découvert la vie des parents. Voilà. Au moment de l'assassinat de votre femme, c'est sûr que tout est remonté. On a commencé à dire oui, mais enfin, ils étaient échangistes, tout ça, donc il y avait quand même... Ça a créé des doutes à l'époque. Alors ensuite, vous êtes pris par la folie des grandeurs. Vous faites construire une maison de 700 mètres carrés avec dorures, marbre, salle de cinéma, salle de jeu, salle de billard, piscine, sauna. Mais pas de toilette. Une erreur de l'architecte. Aucun chiotte. Ils en font tout le temps. Donc voilà, un peu la folie des grandeurs. Alors votre femme se lance dans les affaires, mais ça ne se passe pas très bien, parce qu'à une époque où vous êtes à plus 3,5 millions d'euros, elle est à moins 3,5 millions d'euros.
Elle m'a supporté pendant à peu près 17 ans et professionnellement, elle s'est mise à travailler avec moi et donc elle appliquait généralement les mêmes méthodes. Et 4-5 ans avant la fin de sa vie, malheureusement, elle a décidé de prendre des chemins qui lui étaient personnels et ça lui a bien réussi au départ. Et ensuite, ça s'est retourné et donc on était dans deux situations qui étaient diamétralement opposées. Mais je dirais que rien au niveau de notre vie ou de la vie des enfants n'avait changé. C'est-à-dire qu'on avait les mêmes employés, les mêmes choses. Je dirais qu'il y avait toujours un des deux qui était là pour compenser pour l'autre, puisqu'on avait eu l'intelligence, alors qu'on était fauchés quand on s'est marié, de se marier sous le régime de la séparation des biens. Donc chacun avait... Non, je dis ça parce que c'est important pour la suite, évidemment, pour l'enquête. Voilà, l'échangisme, votre femme qui a des problèmes d'argent, tout ça, c'est... Là, on brosse le tableau de l'enquête. Alors, le dimanche 5 avril 1992... toute la famille décide d'aller voir le film de Spielberg, Hook, au cinéma à Rouen. Votre femme, Sylviane, est fatiguée, elle décide de ne pas y aller. Et le soir, à 19h, quand vous revenez, sa BMW n'est pas là. Sylviane a été assassinée, 3 balles dans la poitrine, et on la retrouve avec votre Winchester sur le ventre. Voilà. Alors, les soupçons se portent directement sur un délinquant notoire. Mais finalement, c'est classé comme affaire non résolue. Hein. Absolument. À ce moment-là, elle est non résolue et rien ne se passera pendant à peu près 18 mois. Voilà. Alors vous êtes un peu le veuf joyeux. Hein. C'est-à-dire que votre maîtresse Martine vient à la maison, sitôt votre femme enterrée, et elle met même les vêtements de votre femme Sylviane, ce qui provoque votre colère, Nathalie, non? Si vous voulez, le veuf, je savais qu'il n'y avait pas trop de risques. En général, il papillonnait pas mal, mais la garde-robe, ça, j'avais envie de la garder. Ouais. Et puis, le 8 novembre 1993, donc, 10 flics débarquent chez vous. On vous soupçonne du meurtre de votre femme. Voilà. Oui. On tape à ma porte, on me dit, on vient perquisitionner, et j'ai une dizaine de policiers du service des stupéfiants. Donc, pourquoi les stupéfiants? Bien parce que c'est un inspecteur des stupéfiants qui a recueilli les déclarations d'un dealer qui, arrêté à la frontière, a des confessions à faire pour amoindrir sa peine. Et il va donc dénoncer les auteurs de 2 meurtres. L'un d'un douanier à Grand-Queville, dont on n'aura jamais d'ailleurs arrêté le coupable, puisqu'on ne sait toujours pas qui l'a tué, bien qu'on ait eu la photo du type pendant le meurtre. Et l'autre, c'est moi. Ouais. Alors heureusement, les gens dénoncés pour le meurtrier du douanier avaient des empreintes digitales, du sang et tout, donc là, scientifiquement, ils sont sortis d'affaire rapidement. Mais dans son rapport, le policier disait que c'est pas parce qu'il s'était trompé pour l'autre qu'il avait menti, qu'il avait forcément menti pour moi. Ouais. Alors, quand les flics débarquent à la maison et arrêtent votre père pour le meurtre de votre mère, vous réagissez comment, vous, Nathalie? À cette époque, j'habitais à Paris. Donc on m'a demandé de revenir, la police m'a téléphoné en me disant écoutez, on a des bijoux, on a trouvé des bijoux, éventuellement est-ce que vous pourriez venir les reconnaître? Je suis venue sans savoir que toute la famille avait été arrêtée, interrogée. Et là on m'a dit on vous met en garde à vue. Je dis bon c'est dommage parce que j'étais habillée très légèrement, je sortais d'un théâtre. J'ai dit si j'avais su j'aurais pris des chaussettes. Et j'ai écouté les divagations des policiers pendant des heures. Et puis, je suis sortie le lendemain, mon père est resté. Et là, ce qui est incroyable, c'est les témoignages à charge, quoi. C'est-à-dire que votre belle-mère, la mère de Sylviane, témoigne contre vous. Martine, la fameuse Martine, témoigne contre vous. C'est l'enfer, ça. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ils vous trouvent des raisons, pratiquement, d'avoir commis ce meurtre, quoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on vous reproche quelque chose pour lequel vous êtes coupable, bon, à la limite, je dirais presque que la défense est facile parce que vous avez fait quelque chose ou pas, vous savez, donc vous pouvez discuter. Mais si on vous reproche un truc totalement absurde, là, c'est difficile parce que vous ne savez pas d'où ça tombe. Et en plus, la discussion est absurde, c'est-à-dire qu'on me reproche un héritage, il faut savoir qu'on refusera le sien. On me reproche un contrat d'assurance qui n'est pas à moi. J'étais devenu, comment dire, un type absolument abominable. Et là, d'un seul coup, je ne comprends pas. Et le juge fait cas de ces témoignages. On a un juge aussi qui est, comment dire, il a tout résumé, le juge, récemment. Il a déclaré, il y a quelques semaines, il y avait 18 mois de rumeurs, et on peut dire une pré-vérité judiciaire établie. Ouais. C'est ce qu'il a dit. Bon. Ensuite, ça, c'est quand la vérité est énoncée avant l'enquête. Alors, ce qui est terrible, c'est que vos jeunes enfants, qui en l'époque ont 15 et 13 ans, les flics vont les chercher à l'école, quoi. C'est horrible. Ouais. Et puis cette policière qui dit, ça y est, on tient le gros juif, quoi.
Oui. Ça, c'est-à-dire qu'il y a deux choses qui ont joué contre vous. Il y a évidemment cette histoire d'échangisme, de mecs un peu volages, et puis un antisémitisme provincial. Aujourd'hui encore, en 2005, les déclarations de l'avocat judiciaire du Trésor, quand l'avocat judiciaire du Trésor essaye d'expliquer pourquoi c'était au fond normal qu'on m'arrête, il ne met qu'un seul document du dossier. Sur ce document, il y a la déclaration du dealer. Il y a 18 lignes. Sur 18 lignes, il y a 5 fois le mot juif. Il n'y a pas autre chose. Sur 18 lignes. Ça, c'est en 2005, aujourd'hui. Et c'est quelqu'un qui représente l'État qui prend ce seul document. Et on est en 2005. Ouais. Alors vous allez en prison. Et en prison, vous souffrez de l'antisémitisme, évidemment. Vous souffrez des problèmes sexuels, disons, qui peuvent se passer. La drogue, vous dites que vous n'avez jamais vu autant de drogue qu'en prison. La prison, c'est la société extérieure. Si vous êtes fort physiquement et psychologiquement, ça se passe bien. Si vous êtes faible psychologiquement et physiquement, c'est affreux. L'inégalité est encore plus terrible. Tout à fait raison. Vous alliez le voir à l'époque en prison? Oui, toutes les semaines, plusieurs fois par semaine. Bien. Bonne fille. Oui. Non, mais c'est surtout que je lui rendais des comptes par rapport à l'éducation des enfants, on s'expliquait, je lui demandais des conseils. Il n'y a pas eu d'assistance sociale sur les jeunes enfants. Non, mais j'en avais C'était un délitement complet de votre famille. Ah oui. J'en avais 22 ans à l'époque. Donc il y avait mon petit frère j'avais 2 adolescents et un tout petit. Donc c'était pas facile toute seule. Vous avez signé l'appel des 200 dans le Nouvel Observateur, j'ai vu. Hein. Oui, absolument. J'ai signé l'appel des 200 parce que je suis très concerné sur l'amélioration des conditions faites aux prisonniers. Et je dirais que c'est inhumain. Je dirais que les gens qui n'ont pas d'argent ne puissent pas acheter un rouleau-papier hygiénique. Ne puissent pas se nourrir, défèquent dans une cellule devant leurs 2 copains ou 3 copains. C'est réduire l'être humain à l'état animal. C'est inutilement humiliant. C'est inutilement humiliant. Vous êtes mis à poil en permanence. Alors à ce moment-là, on vous accuse d'avoir tué votre femme pour toucher l'assurance vie, qui est de 5 millions, alors qu'en fait, elle avait 26 millions de francs de dette. Il y a quand même une petite histoire. Il y a toujours, ce qui est un peu compliqué quand même avec vous, c'est toujours des petits trucs. Il y a quand même 2,7 millions de francs que vous avez touché des AGF. C'était pas votre dû. Vous l'aviez pas vraiment rendu, quoi. Oui, c'est-à-dire que le crédit foncier, mon épouse devait 5,4 millions au crédit foncier, elle avait 5 millions d'assurance, donc elle avait moins d'assurance qu'elle n'avait de dette. Et l'assureur, pour des raisons qui lui étaient très personnelles, m'a fait virer une partie de cet argent. Le crédit foncier m'a dit « rends-moi ça ». Et on a trouvé un accord. La preuve en est, c'est que je viens de refaire ma première grosse opération immobilière à Hirson dans l'Aisne, et c'est le crédit foncier qui m'a financé. Alors voilà, donc à ce moment-là, la famille explose, toutes vos affaires sont bradées, vos biens, vos propriétés, et puis ça sort, le scandale sort. Vous apprenez à ce moment-là que votre mère était, disons, libertine? Moi, personnellement, je savais que mon père avait des liaisons extérieures. Je ne pensais pas que ma mère en avait, et je suis bien contente qu'elle en ait eu. Ah bon? Ah bah écoutez, moi, évidemment, quand elle me disait « oh, ton père », je lui disais « mais prends un amant ». Ça me semblait tout à fait logique. Donc, et donc je suis ravie d'apprendre ça à la limite. Quand vous apprenez le 2 plus 2, le Cléopâtre et tout, ça vous choque pas? Pas du tout, non. D'accord. Voilà, enfin en tous les cas, il y a deux enfants à la ramasse, les deux plus jeunes, pour qui ça n'a pas dû être très facile. Et il faudra attendre le 26 mars 2004 pour vous bénéficier d'un non-lieu. Et l'indemnité qu'on vous a donnée, finalement, en comparaison de tout ce que ça vous a coûté, cette erreur judiciaire, elle est minime. Quand on vous donne 70 000 € d'indemnité par rapport à tout ce que vous avez perdu, c'est rien du tout. Moi, je suis incapable d'évaluer, mais j'ai pris le meilleur expert judiciaire comptable de la place de Rouen, qui est expert judiciaire auprès des tribunaux, qui est un connu, un cabinet énorme. Il a estimé ça à plus de 3,5 millions €. Vous croyez qu'on va retrouver l'assassin de votre femme un de ces jours? Et je dirais qu'aujourd'hui, il existe des tests ADN, il existe des éléments techniques qui, je l'espère, si tous les échantillons n'ont pas été gâchés, peut-être nous permettraient d'avoir une vérité que pour l'instant nous n'avons pas. En attendant, on soupçonne quelqu'un qui a agressé plein de femmes et dont le modus operandi était toujours le même. Bon, manifestement, on aurait pu aller voir cette piste dans les 48 heures, dans les 48 heures du meurtre. Alors, on aurait su s'il était coupable ou pas à ce moment-là, mais ça aurait peut-être évité tout ce cauchemar qu'on a connu. Moi, ce qui est grave dans cette affaire, c'est pas tellement moi, c'est surtout les enfants. Parce que moi, je suis né pauvre. Donc, je me suis fabriqué tout seul. Là, je recommence et ça refonctionne pas trop mal.
Mais par contre, mes enfants, eux, sont nés comme des gosses de riches, avec tout ce que la vie offre. Hein. Emploi de maison, jardin, vacances n'importe où, pas de budget, enfin, on vit, quoi. Et d'un seul coup, ils sont passés de, comment dire, de Taïwan et la serre, ils sont passés à aller une fois de temps en temps au flunch, quoi. Donc en gros, c'est ça, schématiquement, de la cafétéria à ça. Et donc ça a été pour eux très difficile, parce qu'ils ont perdu ce qu'ils n'auraient jamais dû perdre. Après leur mère, ils ont perdu leur père, et ensuite ils ont perdu leur vie sociale, tout. Et leur chance d'étudier, leur chance de continuer. À 21 ans, elle avait sa maîtrise de droit, donc elle était très, très brillante. Et elle a arrêté. Quand elle a vu ce qu'était la justice, elle n'avait plus envie de faire du droit, quoi. Moi, je voulais être magistrate, justement. C'est pour ça que je faisais du droit. Et quand j'ai voulu m'inscrire au concours de la magistrature, on m'a expliqué gentiment qu'avec un papa en prison, c'était pas la peine. Et dans votre parcours judiciaire, vous avez rencontré des magistrats que vous aviez déjà croisés en boîte échangiste ou pas? De dos. Merci, André. C'est pour ça. André Natalie, merci. Pas de pitié pour les innocents. C'est publié chez Michel Lafon, mesdames et messieurs.